est relativement rare, la schizophrénie et les troubles bipolaires. Quand on dit relativement rare, c'est une question toute relative aussi, parce que, comme vous savez, Hani a dit que la fréquence de la schizophrénie, c'est 1%, la fréquence des troubles bipolaires, c'est 1%, mais si on prend tous les troubles psychotiques, c'est à peu près 4 à 5% de la population générale. Donc c'est un chiffre qui est assez substantiel. Et si vous avez vu la diapositive qui est présentée par la Société québécoise de la schizophrénie, si on compare cette prévalence-là, ou bien la fréquence de ces maladies-là dans la population générale, 4 à 5%, c'est beaucoup plus que le diabète insulinodépendant, c'est beaucoup plus que la sclérose en plaques, c'est beaucoup plus que la maladie d'Alzheimer, etc. Donc, rare, c'est une manière toute relative de dire les choses. Moi, je pense que c'est quand même un nombre qui est assez important, les 4%. La première diapositive, c'est pour vous dire quelques mots d'histoire. La schizophrénie et le trouble bipolaire ont été définis par un psychiatre allemand au nom de Kraepelin au début du siècle. Et donc, à l'époque, il y avait beaucoup de travail scientifique pour essayer de mieux comprendre les maladies mentales. Et on essayait de faire des autopsies, etc. Et c'était en fait à l'époque que Alzheimer, qui travaillait d'ailleurs avec Kraepelin, avait identifié la maladie d'Alzheimer comme une entité bien spécifique du cerveau. Et à l'époque également, Émile Kraepelin a décrit de manière très claire ce qu'il a appelé à l'époque la démence précoce. Et en fait, il a appelé la démence précoce, c'est par contraste à la schizophrénie, qui est une démence tardive. La schizophrénie, c'est une démence précoce parce qu'en fait, les symptômes de détérioration fonctionnelle commencent à un âge relativement jeune. Donc, les personnes commencent à s'altérer sur le plan fonctionnel à un âge relativement jeune. En général, chez les hommes, c'est aux environs de 18 ans. Chez les femmes, c'est aux environs de 20-22 ans. Et il a également séparé cette démence précoce du trouble bipolaire. Et en fait, le trouble bipolaire, il avait dit à l'époque qu'il était caractérisé par des traits qui sont très particuliers, à savoir des périodes où la personne est très déprimée, qui peut durer quelques semaines à quelques mois, des périodes où la personne est maniaque, c'est-à-dire excitée, et ces deux périodes d'excitation ou bien de manie sont séparées par des périodes qu'on appelle libres, où il n'y a pas de symptômes. Et contrairement à la démence précoce, où il y a une détérioration progressive du fonctionnement de la personne, dans la maladie bipolaire, généralement, on n'observe pas cette détérioration. Okay? Donc, ce sont là les traits caractéristiques qui ont été déjà établis dans le début du siècle par Émile Kraepelin. À l'époque également, Émile Kraepelin avait tout à fait prédit que ces deux maladies-là sont des maladies du cerveau et ce sont des maladies qui sont héréditaires et je vais vous dire donner quelques informations à ce sujet plus tard. La deuxième personne qui est importante dans l'histoire de la schizophrénie particulièrement, c'est un psychiatre suisse dont le nom est Eugène Bleuler, et celui qui, pour la première fois, a introduit le mot de schizophrénie. En fait, ce mot-là, il est constitué de deux particules, schizène, qui est en anglais split ou bien division, et phren, c'est-à-dire le mind ou bien l'esprit. Et c'est probablement de là où vient cette confusion de double personnalité, etc. Mais en fait, ce qu'il voulait dire à l'époque, c'était absolument pas une double personnalité, comme la question de Hani l'a bien saisi. En fait, ce qu'il voulait dire dans split mind, c'est-à-dire il y a comme une espèce de non-coordination ou bien absence de coordination entre la pensée et les émotions, ou bien entre les différentes pensées et les différentes émotions. Si bien que la personne qui souffre de schizophrénie, en fait, elle a cette difficulté de coordonner ses pensées avec ses émotions. Et puis, on va voir un peu quelques exemples de cela par la suite. Alors, au centre de ces deux maladies-là, il y a quelque chose qu'on appelle la psychose. Et donc, la psychose, c'est le symptôme majeur qui est partagé par les patients qui ont la schizophrénie et les patients qui ont le trouble bipolaire. Je tiens à vous dire que quand on parle de psychose, on parle d'un symptôme. Donc c'est comme la fièvre. La fièvre n'est pas une maladie, c'est un symptôme.
qu'on peut observer dans différentes maladies. Donc, par exemple, la grippe, la fièvre typhoïde, une infection bactérienne, etc., elle se manifeste par la fièvre. Également, un grand nombre de maladies psychiatriques qu'on groupe sous le vocable de troubles psychotiques se manifestent par un symptôme majeur qu'on appelle la psychose. Alors, c'est quoi la psychose? La psychose est un symptôme, comme je viens de dire, qui regroupe également, on va le voir plus tard, plusieurs autres dimensions. C'est un trouble cérébral au cours duquel la personne perd le contact avec la réalité durant les phases actives de la maladie. Donc, on définit la psychose par une perte de contact avec la réalité. Qu'est-ce que c'est perdre le contact avec la réalité? Eh bien, c'est très simple. Chacun d'entre nous construit une réalité. Chacun d'entre nous se situe dans sa réalité. Ce qui est réel, il le connaît très bien, il a une expérience immédiate de cela. La personne psychotique, en fait, elle va perdre ce contact avec la réalité et elle va construire une réalité qui est toute particulière et qui semble tout à fait bizarre ou bien non réelle aux personnes qui l'entourent. Alors, dans cette définition-là, il est important de retenir le mot que c'est un trouble cérébral, donc c'est une maladie du cerveau, c'est un trouble vraiment qui à l'origine est dû à un dysfonctionnement cérébral et la personne perd ce contact avec la réalité pendant la phase active de la maladie. Donc, il y a des moments où la personne perd le contact avec la réalité, mais au moment de la rémission, la personne n'a plus cette perte de contact avec la réalité. Et là, je tiens à vous dire aussi que dans ça, on voit beaucoup de variabilité d'un patient à un autre. Il y a effectivement des patients qui vont avoir des périodes plus ou moins longues de perte de contact avec la réalité. Il y en a d'autres qui vont en fait se remettre assez rapidement. Il y en a d'autres qui vont avoir une perte de contact avec la réalité qui est très prolongée, parfois, quelquefois, durant la vie entière. Alors, la psychose, ou bien les troubles psychotiques, c'est-à-dire la schizophrénie, le trouble bipolaire, les psychoses aiguës, les psychoses qui sont induites par les substances toxiques, je vais vous donner plus d'éléments sur ces différentes distinctions, en fait, touchent les fonctions mentales les plus importantes et les plus supérieures. La pensée, les perceptions, le jugement, la volonté, la mémoire, l'humeur et l'affectivité. Donc, toutes ces fonctions qui sont en fait les fonctions les plus importantes, les fonctions le plus, disons, nobles du cerveau humain sont atteintes au cours de troubles psychotiques. Et elles sont atteintes de manière très variable également d'un individu à un autre. Donc, on ne trouve pas nécessairement les mêmes atteintes chez un patient X et chez un patient Y. Alors, quels sont les symptômes psychotiques majeurs, les symptômes qu'on observe par exemple dans la schizophrénie? Et au cours de ma présentation, je vais utiliser surtout la schizophrénie comme exemple type de psychose majeure. Les symptômes majeurs de la schizophrénie, je reviens, donc on les distingue en deux grands groupes de symptômes, ce qu'on appelle le symptôme positif et les symptômes négatifs. Okay? Les symptômes positifs n'ont rien de positif en fait en eux-mêmes. On les appelle positifs tout simplement parce que on pense que, ou bien parce qu'en fait, ils représentent des manifestations psychiques qui normalement ne devraient pas être là et qui sont chez la personne atteinte présente. Donc, ce sont les distorsions de la réalité, et par distorsion de la réalité, on entend le délire et les hallucinations. Et il y a aussi la désorganisation de la pensée et du comportement qu'on regroupe dans les symptômes positifs. Donc, on les appelle positifs parce que, par exemple, pour les hallucinations, normalement, une personne ne devrait pas être hallucinée, mais la personne qui souffre de psychose, elle va avoir des hallucinations. C'est pour ça qu'on les appelle des symptômes positifs, parce que c'est quelque chose qui est en plus par rapport à la psychologie normale. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Et les symptômes négatifs, on les appelle négatifs parce que normalement, ce sont des fonctions qui devraient exister normalement chez une personne normale et qui sont très significativement diminuées ou bien quelquefois absentes chez la personne qui est atteinte de psychose. Alors, c'est la pauvreté psychomotrice, par exemple,
une personne qui ne bouge pas beaucoup ou bien qui passe l'essentiel de son temps dans son lit, le désintérêt, l'ambivalence, la diminution de la volonté, le retrait social, l'émoussement affectif, la pauvreté de pensée, et je reviendrai à ces différentes dimensions. Alors, je vais décrire un peu plus en détail les symptômes positifs ou bien les hallucinations. La définition des hallucinations, ce sont des perceptions anormales sans source externe identifiée. Donc, la personne va avoir des perceptions qui ne sont pas occasionnées par des stimuli externes. Donc, l'exemple le plus typique, ce sont les voix. Une personne, elle va entendre des voix qui vont lui parler. Quelquefois, ça peut être tout simplement un ou deux mots, elle entend son nom et elle regarde en arrière, il n'y a personne. D'autres fois, ça peut être des discours extrêmement complexes, des discussions entre deux ou trois personnes que la personne va entendre et quelquefois, elle va répondre à ces hallucinations auditives. L'exemple le plus fréquent qu'on observe effectivement dans la schizophrénie et dans la psychose de façon générale, ce sont les hallucinations auditives. Il y a également les hallucinations visuelles. Les hallucinations visuelles, c'est voir des choses qui n'existent pas. L'exemple le plus fréquent, c'est qu'on va observer ou bien on va voir tout d'un coup dans sa chambre une figure religieuse ou bien on va observer un feu et on va être terrifié, on va avoir une réaction de fuite, on va observer des bibites, on va observer des choses comme ça qu'on voit et qui peuvent être très effrayantes pour la personne. Il y a également les hallucinations olfactives, donc c'est le sens de l'odorat qui est affecté et la personne, elle va sentir des odeurs qui ne sont pas là. Très souvent, ce sont des odeurs, des mauvaises odeurs. Très souvent, c'est des mauvaises odeurs corporelles ou bien la nourriture qu'ils sont en train de manger a des odeurs désagréables, etc. Les hallucinations tactiles, on les observe quelquefois, beaucoup moins fréquemment, mais il y a des maladies très spécifiques dans lesquelles on peut observer ces genres d'hallucinations. Par exemple, dans la psychose induite par la cocaïne, on peut observer ou bien on peut voir des patients qui viennent avec l'impression qu'ils ont des insectes sur leur peau. Ces genres d'impressions. Quelquefois, on a l'impression d'être touché par quelqu'un et on se tourne pour voir et on ne voit personne. Quelquefois, ça peut être des hallucinations très complexes, tactiles. On en a observé quelques patients comme ça, par exemple, des gens qui vont avoir l'impression de sensations sexuelles comme s'ils sont touchés ou bien d'autres expériences sexuelles beaucoup plus élaborées et qui font partie des hallucinations tactiles. Gustatives, l'impression d'avoir le goût de l'alimentation qu'on est en train de manger complètement changé, ou bien ça goûte le poison, ou bien ça goûte le moisi, etc., alors qu'il n'y a absolument rien. En fait, là, j'ai revu avec vous l'ensemble des perceptions, ou bien l'ensemble des organes de sens, mais en fait, tous les sens peuvent être touchés. Par exemple, même le sens kinesthésique. Vous savez, quand je me déplace, j'ai toujours le sentiment que je suis en train de bouger. Et quelquefois, les hallucinations peuvent être kinesthésiques, c'est-à-dire que la personne, elle va être assise et elle a l'impression de se balancer dans l'air, ou bien l'impression de faire un voyage avec son corps. Les hallucinations peuvent être... J'ai vu des cas, par exemple, très particuliers d'hallucinations temporelles. La sensation du passage du temps est altérée de manière très importante. Ça, on peut l'observer, par exemple, dans la psychose maniaco-dépressive, dans le cas où on a une dépression majeure très importante, la personne va avoir l'impression que le temps est figé, ne bouge pas, ou bien que le temps devient éternel et que la personne est en train de vivre dans une espèce de damnation éternelle. Donc, la perception et la conception du temps est altérée dans ce genre de situation. Quand j'étais jeune, dans mon village tunisien, l'un des personnages qui m'a beaucoup marqué, c'était un monsieur qui avait un certain âge et qui avait justement la schizophrénie. Et il marchait tout le temps en parlant et en utilisant son bâton pour parler à des personnages. Ce sont des hallucinations qu'on appelle lilliputiennes, c'est-à-dire l'impression de voir des nains à qui il parlait tout le temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai cité quelques exemples, mais le cerveau a des milliards de façons
de créer une réalité qui n'existe pas et qui peut être très surprenante pour nous, mais que le patient vive de manière tout à fait immédiate et qui s'impose à leur conscience. Donc l'élément fondamental à retenir ici, c'est que quand les personnes disent qu'on est en train d'entendre ou bien on est en train de voir ou bien on est en train de sentir, ce n'est pas qu'ils racontent des choses qui sont irréelles. Les hallucinations s'imposent à la conscience comme maintenant je vous vois s'impose immédiatement à ma conscience, je vous vois, les hallucinations s'imposent à la conscience de la personne atteinte de manière immédiate. Okay? L'autre symptôme extrêmement important dans la psychose, c'est ce qu'on appelle le délire. Et les délires, ce sont, par définition, de croyances fausses et inébranlables qui ne sont pas partagées par les personnes du même environnement et de la même culture. Donc, contrairement aux hallucinations qui sont des altérations de la perception, voir, sentir, écouter, le délire, ce sont des idées. Donc, ce n'est pas une expérience perceptive, ce sont des fausses idées. Okay? Et ces fausses idées également viennent dans plusieurs grands thèmes. Le thème le plus fréquemment rencontré, c'est le thème de la persécution. On est en train de me poursuivre. La police est en train de me surveiller. Je suis absolument certain, et voyez-vous, à chaque fois que je passe par ce coin-là, il y avait ce monsieur-là qui est posté. Ça doit être quelqu'un qui est en train de me surveiller. Okay? Mon téléphone est surveillé. Et je sais très bien pourquoi il est surveillé, parce qu'à chaque fois que je le prends, il y a comme un petit bzz qui est là. Okay? Quelqu'un a mis une puce dans ma dent et on est en train d'espionner tout ce que je suis en train de dire, etc. Donc ça, c'est un thème, le thème de la persécution est un thème très fréquent qu'on observe dans la schizophrénie. Le thème de grandeur. J'ai inventé une machine extraordinaire qui va sauver le monde de la sécheresse et des perturbations climatiques. J'ai inventé ou bien j'ai écrit un livre que si les politiciens de ce monde lisent, toutes les guerres vont s'arrêter. Et ainsi de suite. Donc ça peut être l'invention, ça peut être des délires de grandeur, de richesse, etc., etc. Ces thèmes-là, on peut les observer dans les psychoses schizophréniques, mais ce sont des thèmes qui sont surtout fréquents dans les états maniaques, quand la personne est excitée. Vous vous rappelez, les états maniaques, c'est un des versants de la psychose bipolaire ou bien du trouble bipolaire, c'est quand la personne est excitée. Et là, dans les états maniaques, effectivement, les personnes sont extrêmement joviales, sont expansives, l'humeur est très colorée, et le délire de grandeur, c'est le délire prédominant dans les états maniaques. Les délires corporels. Donc, les délires corporels, c'est les délires de maladie. On peut observer également dans ces délires corporels plusieurs thèmes. Bien sûr, ça varie en fonction des époques. À l'époque où il y avait la syphilis, c'était l'idée que j'ai la syphilis qui était prédominante. À l'époque où il y a le sida, c'est l'idée que j'ai le sida qui est une idée prédominante. Mais ça peut varier de manière très importante. Par exemple, l'impression, j'avais un patient qui me disait « on m'a volé ma pomme d'Adam » et je suis resté sans pomme d'Adam. Une autre personne qui me dit que ma tête ou bien mon cerveau a été transformé en plomb. D'autres personnes qui peuvent avoir l'impression que les organes internes ont été enlevés. Donc, je vous donne des exemples extrêmes donc, de délire corporel. Les délires peuvent prendre le thème religieux. Ça, c'est aussi un thème très fréquent. Je suis le Messie, je suis chargé d'un message, et donc vous voyez la personne qui va prendre son bâton de pèlerin et va aller de maison en maison ou bien d'église en église pour reconvertir les gens ou bien parce qu'il a des idées délirantes bien particulières concernant la religion et il va essayer de les diffuser. Un autre délire qu'on observe très fréquemment, c'est ce qu'on appelle le délire de référence. On parle de moi. La télévision, j'étais hier en train d'écouter les nouvelles et j'étais absolument certain que l'aspiricrine ou bien le journaliste était en train de parler de moi quand il a dit telle ou telle chose. L'autre jour, j'ai écouté Céline Dion, elle chantait, et quand elle a dit cette phrase précise, il s'agissait de moi, et c'était un message qui m'a été adressé. Quand je vais au travail, mes collègues sont en train de parler de moi. À chaque fois que je me retourne, ils sont en train de chuchoter et ils sont en train de dire des choses à propos de moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le délire de référence. C'est également un thème qui est très difficile à supporter parce qu'en général, les gens sont très mal à l'aise avec ça.
Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné quelques exemples, mais on peut voir beaucoup de choses et le cerveau humain est capable de sécréter, de générer toutes ces idées-là et on peut voir des idées très bizarres quelquefois. J'ai en particulier une de mes patientes qui a un délire de mémoire et qui dit qu'elle a été née à l'hôpital Douglas, elle a maintenant pratiquement 70 ans et qu'elle a été adoptée par un docteur intel, etc. Mais dans sa tête, toute cette mémoire-là biographique est vraiment présente dans sa tête comme une vraie réalité de sa biographie. Elle la raconte sans aucun problème. Mais en fait, quand on essaie de regarder de plus près, tout ça, c'est une mémoire délirante. Donc la mémoire peut être complètement délirante. Alors, après avoir revu ces quelques éléments, qu'est-ce qu'il en sort pour moi et qu'est-ce que j'essaie de vous faire probablement transmettre comme message ce soir? C'est que finalement, au centre de l'expérience psychotique, qu'elle soit schizophrénique ou bien bipolaire, il y a la notion de perte de la liberté. Pourquoi la notion de perte de la liberté? Parce que finalement, c'est le sujet, c'est comme le mental du sujet qui est pris en assaut par ces idées qui sont complètement aberrantes, par ces perceptions qui sont complètement aberrantes, et en fait la personne perd complètement sa liberté. La flexibilité, la capacité de changer d'une idée à une autre, la possibilité de voir les choses d'un autre angle, de rectifier sa position en fonction des nouvelles données ou bien en fonction de ce qu'on lui dit, le patient perd complètement cette capacité-là d'être flexible et de changer ses idées, ou bien quand on lui montre par A plus B que ce qu'il croit n'est pas tout à fait vrai, il est capable de changer. Non, le patient, il est pris en otage par ces idées délirantes. Et donc, le message que je voudrais transmettre, c'est qu'il y a une espèce de, justement, perte de liberté très importante dans l'expérience psychotique. Alors, j'ai détailler un peu les symptômes positifs qui sont les hallucinations et les délires. Maintenant, je détaille un peu les symptômes positifs. Le troisième grand symptôme positif qui est la désorganisation. Alors, la désorganisation, on peut la voir dans la pensée comme on peut la voir dans le comportement. Vous savez, je suis en train de donner cette conférence et donc les idées me viennent dans la tête de manière spontanée et quasiment automatique, de manière assez programmée, et donc je suis capable de serrer mes idées et de le donner de manière claire. Mais la personne qui a la psychose, particulièrement la schizophrénie, et c'est assez typique de la schizophrénie, ces symptômes-là, c'est qu'en fait, les idées ne viennent pas de manière organisée. Et donc, ce qu'on va voir, c'est des troubles du cours de la pensée. Alors, vous pouvez voir une personne qui va sauter d'un sujet à un autre qui sont complètement non liés l'un à l'autre. Donc, parler de manière, par exemple, voilà, la Terre, Monsieur le Président, va-t-il donner la pluie est tombée? Vous savez? Donc, les idées ne se suivent pas, ne sont pas organisées. Quelquefois, ça peut être très sévère et on aboutit à ce qu'on appelle une salade de mots. Donc, la personne va parler, vous n'allez vraiment rien comprendre. C'est une salade de mots. Quelquefois, c'est extrêmement subtil. Donc, il faut être vraiment très attentif à la succession des idées pour pouvoir détecter qu'il y a un trouble du cours de la pensée. Et puis, bien sûr, également, tout comme les idées, le comportement qu'on produit, les êtres humains, est un comportement organisé. Et quand on se réveille le matin, on sait, le matin, on va mettre la cafetière, etc., etc. Donc, il y a tout un plan, tout un schéma comportemental qui s'établit. Mais le comportement dans la psychose peut être également désorganisé. On peut voir des gestes répétitifs sans but précis, quelquefois des agressions sans aucune provocation, ce qui quelquefois étonne les personnes qui sont dans le voisinage du patient. L'incapacité d'organiser des tâches simples. Vous voyez quelquefois des patients qui ont ces chariots de course et qui ont plein de choses de ramassage. C'est ce qu'on appelle le hoarding behavior. Donc c'est également une forme de désorganisation du comportement. Des signes quelquefois qu'on voit chez les patients au début de la maladie, ce qu'on appelle le parasitisme de la mimique. J'ai vu beaucoup de jeunes patients qui viennent. Alors, vous voyez cette mimique qui est parasitée. Alors, il va y avoir comme des tics.
et on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi, et la personne n'arrive pas à comprendre pourquoi, et le voisinage n'arrive pas à comprendre pourquoi ces mouvements qu'on appelle le parasitisme de la mimique sont présents. Alors, on passe maintenant pour ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Et pour faciliter un peu la rétention de ces symptômes négatifs, on parle ou bien on a parlé des 4A. La logie. La logie fait référence à la pauvreté du discours et du contenu idéique. Alors, vous pouvez avoir des patients qui vont rester une demi-heure, une heure, et c'est extrêmement difficile d'arracher un ou deux mots à ces patients-là. C'est comme si la pensée n'existe pas de manière élaborée. C'est comme il y a un vide de pensée. Quelquefois, on peut voir également cette allogie sous forme de... Il y a du discours, la personne va parler, mais en fait, quand on regarde le contenu de ce discours-là, il est vide. Donc, le contenu de la pensée est vide. L'atimormie, c'est un terme un peu savant, mais en fait, derrière ça, il y a cette espèce d'affect émoussé, la personne qui est incapable de moduler ses affects, ses émotions en fonction de ce qui l'entoure. Vous leur dites que un tel, votre ami est mort, ou bien un tel a réussi telle ou telle chose, et ça ne va pas le toucher. L'affect est restreint. La diminution de la gamme des émotions, ça c'est aussi assez typique des troubles schizophréniques. La boulie, l'ambivalence. Vous savez, tout être humain est mu par des motivations. Et le matin, comme je disais tout à l'heure, on se réveille, on a un programme, on va faire telle ou telle chose. Et tout ça, c'est fait de manière automatique, c'est fait de manière inconsciente. Il y a comme un moteur qui nous pousse à faire les choses. Et dans les troubles psychotiques, c'est ce moteur-là qui va donner cette aboulie ou bien ambivalence. Donc la personne n'est pas poussée à s'engager dans la vie. L'ambivalence, c'est cette attitude à rester toujours accroché entre je fais et je ne fais pas. Est-ce que je fais cette chose ou est-ce que je ne fais pas cette chose? L'action est toujours suspendue entre j'avance, je recule. Dans les formes extrêmes de cette ambivalence, on peut voir ce qu'on appelle la catatonie, c'est-à-dire quasiment un syndrome dans lequel la personne, elle va rester des heures dans une posture déterminée, figée. On en voit beaucoup moins maintenant des symptômes catatoniques ou bien des formes catatoniques de la schizophrénie, mais avant, il y en avait beaucoup. Et quelquefois, il y a ce qu'on appelle le symptôme de l'oreiller. Pour les patients catatoniques, on retire l'oreiller dessous la tête du patient et la tête va rester dans la même position, la personne. Donc il y a une espèce de persistance du mouvement. C'est cette ambivalence, incapacité d'aller dans un sens ou dans l'autre qui est atteint. Et puis finalement, la socialité. Les êtres humains, ce sont des êtres sociaux. On enlève le social et l'humain souffre. Pour les personnes psychotiques, cette capacité-là d'être un être social est diminuée. Et donc, vous allez voir des personnes qui vont se retirer, qui vont couper le contact avec les amis, qui vont être isolés, ils ne vont pas chercher de sortir, etc. Ceci est d'autant plus inquiétant quand il s'agit d'un jeune qui était jusque-là tout à fait sociable, etc. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a une inflexion de cette sociabilité. Donc, le 4A, la logie, la timormie, la ambivalence et la socialité. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, au début de cette présentation, ça, ce sont les symptômes les plus manifestes de la psychose qu'on peut voir de manière très claire. Les symptômes positifs, négatifs, le délire, les hallucinations, mais également quand on va mesurer des fonctions cognitives beaucoup plus fines, comme l'attention, comme la vitesse de traitement de l'information, comme la mémoire, comme ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions de planification, les fonctions de faire face à des situations nouvelles. On voit également que les patients qui souffrent de psychose, et particulièrement de psychose schizophrénique, ont des capacités diminuées, surtout de l'attention, de la vitesse de traitement de l'information et des fonctions qu'on appelle exécutives. Donc, ça, ce sont des tests qu'on va chercher par des tests des déficits qu'on va chercher par des tests neuropsychologiques, par des tests d'ordinateur quelquefois, et on voit qu'en moyenne, les personnes qui ont la schizophrénie ont des déficits dans ces domaines-là. Alors bien sûr, une personne qui a des troubles psychotiques, il va y avoir des conséquences importantes sur l'ensemble du fonctionnement.
Et c'est pour ça que Émile Kraepelin l'a appelé une démence précoce, parce qu'il y a une diminution du fonctionnement ou bien une détérioration du fonctionnement. Si la personne est isolée, elle va avoir tendance à ne pas sortir pendant la journée et dormir pendant la journée et rester éveillé toute la nuit. Il va y avoir des troubles du sommeil. L'alimentation, elle va être également désorganisée étant donné l'incapacité de la personne de s'organiser ou bien d'organiser le comportement, étant donné les déficits neurocognitifs, etc. L'hygiène, les travaux et les études vont en souffrir et le fonctionnement social. Donc, en un mot, la personne qui va souffrir de psychose va avoir beaucoup de mal à atteindre le potentiel qu'elle a. J'ai décrit les symptômes psychotiques qui reflètent en gros ce qu'on peut observer dans la schizophrénie, délire, hallucination, symptômes négatifs. Ce qui est assez typique de la schizophrénie, c'est probablement le trouble du cours de la pensée. Mais encore là, ce n'est pas diagnostique. On ne peut pas établir le diagnostic de la schizophrénie sur l'un ou l'autre des symptômes. On établit le diagnostic sur l'ensemble de ces symptômes-là. Dans la schizophrénie, ce qui est particulier, c'est que les thèmes délirants peuvent être très variables. On les appelle polymorphes, donc ils changent d'un moment à un autre, d'un jour à l'autre. Les affects sont émoussés. La personne va vous dire « Je suis le Messie. J'ai inventé 3 avions qui vont nous transporter dans le cosmos. » Ça a l'air d'être des idées qui sont fantastiques, mais il va le dire de manière monotone et sans modulation affective. Okay? Donc, c'est à peu près le tableau que je peux vous brosser de la schizophrénie. Okay? Maintenant, l'autre maladie importante qui est également psychotique, c'est le trouble bipolaire. Et je vais vous dire un peu quelles sont les caractéristiques les plus importantes du trouble bipolaire. Alors que l'affect est émoussé dans la schizophrénie, en fait, l'affect et les émotions sont très variables dans la psychose bipolaire. Donc c'est une psychose qui touche de manière primaire ou bien importante l'affectivité. C'est une maladie affective. Et elle est caractérisée par des phases où la personne est excitée, joyeuse, extrêmement, disons, exubérante. Les idées sont grandioses, etc. Et ça peut durer des mois et des mois. Bien sûr, ce tableau-là, c'est un tableau sévère. On peut observer une subexcitation. Et dans ces cas-là, on parle d'hypomanie. Dans les formes le plus sévères, la personne devient tellement agitée et dangereuse pour elle-même ou pour autrui qu'il faut absolument hospitaliser ces patients-là parce que le danger devient très important. Et la maladie bipolaire est caractérisée également par des phases dépressives. Et dans la phase dépressive, c'est tout le contraire de la psychose, de la manie. Donc, je ne vois rien, très fatigué, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, les idées suicidaires, la fatigue extrême, la difficulté de faire face à n'importe quelle petite tâche de la vie. Dans les formes psychotiques majeures, on peut parler de ce qu'on appelle le syndrome de Cotard, où la personne, elle va considérer qu'elle est dans une souffrance éternelle, qu'elle ne va pas mourir et qu'elle est dans une souffrance éternelle. Okay? Donc ça, ce sont les formes délirantes majeures. L'âge de début de trouble bipolaire est souvent plus tardif par rapport à la schizophrénie. La schizophrénie, elle commence plus tôt. Et donc, je viens de dire que également, le fonctionnement des patients qui ont le trouble bipolaire est en général pas aussi altéré que la schizophrénie, qui est caractérisée par une altération beaucoup plus importante du fonctionnement. Alors, quelques données d'épidémiologie. Donc, l'ampleur du problème, chaque année, là, Hani, tout à l'heure, il a parlé de la prévalence, c'est-à-dire combien on trouve de cas de schizophrénie si on fait le décompte maintenant et aujourd'hui dans une population donnée. Moi, je vous donne les chiffres de ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire combien de nouveaux cas par 100 000 personnes par année. Et en fait, il y a à peu près 20 à 25 nouveaux cas par 100 000 habitants et par année. Ce qui fait que, à peu près dans une région comme Montréal, où il y a 3 millions d'habitants, on décompte 600 à 750 nouveaux cas par année. J'ai parlé globalement de la schizophrénie, de la maladie bipolaire. Mais, comme j'ai dit au début, la psychose ou bien le symptôme psychotique, c'est des symptômes qu'on peut observer
dans ces deux grandes maladies psychiatriques, la schizophrénie et le trouble bipolaire, mais on peut observer la psychose dans bien d'autres de troubles. Par exemple, la réaction psychotique brève, c'est quand une personne est sujette à un traumatisme psychoaffectif très important, elle peut développer une réaction psychotique, elle peut sortir de la réalité, mais de manière brève. Les psychoses induites par les substances toxiques, la cocaïne, les amphétaminiques, si on en abuse de manière très importante, et chez les personnes qui sont prédisposées, peuvent induire des symptômes psychotiques que quelquefois on ne peut même pas distinguer de la schizophrénie. La schizophrénie, comme je viens de le dire, elle représente à peu près 1% de psychose, le trouble bipolaire 1%. Le trouble schizoaffectif, c'est un trouble dans lequel il y a l'association de deux syndromes, c'est-à-dire à la fois les symptômes psychotiques du type schizophrénique, mais également des symptômes de troubles affectifs. Donc, la personne peut souffrir des symptômes schizophréniques et en même temps avoir un épisode maniaque ou bien un épisode dépressif. Et puis, il y a une forme qui est beaucoup plus rare, qu'on appelle le trouble délirant chronique. Ce sont ce qu'on appelait dans les anciennes classifications les paranoïaques, où les personnes vont avoir surtout une idée qui est extrêmement fixe. Ça peut être la jalousie, ma femme ou bien mon homme me trompe, et elles sont fixes dans cette idée-là. Ça peut être une idée d'invention, mais le fonctionnement, par ailleurs, reste relativement correct de la personne. Et si on sort de cette idée, le jugement n'est pas aussi altéré. Maintenant, je vais vous parler un peu des facteurs. Comment est-ce qu'on en vient à avoir la psychose? Des études ont été faites pour la schizophrénie, pour le trouble bipolaire, et le facteur le plus important qui ressort comme facteur de risque, ce sont vraiment les facteurs génétiques. Si on a deux parents qui ont la schizophrénie, le risque est de 50%. Okay? Alors, le chiffre de prévalence est de 1% dans la population générale. Ça veut dire que si on a deux parents qui sont atteints de schizophrénie, le risque est augmenté de 50 fois. Okay? Donc, c'est une augmentation très substantielle. Si on a un frère ou bien une sœur qui sont atteints de schizophrénie, le risque pour un autre enfant est de 10%. Okay? Donc, retenez ces deux chiffres-là. 50% si les deux parents sont atteints. Si on a un apparenté du premier degré, frère ou sœur, c'est à peu près 10%. Okay? Si on a un jumeau monozygote, c'est-à-dire identique, qui a la schizophrénie, le risque est également à peu près de 50%, 40 à 50%. C'est comme lorsqu'on a deux parents qui sont atteints de la schizophrénie. Si bien qu'on peut dire que la schizophrénie a un fondement génétique très, très important. Maintenant, c'est extrêmement important de comprendre quand on parle de risque génétique, je n'ai pas pointé un gène en particulier, c'est vraiment l'ensemble du génome. Et l'ensemble du génome, c'est 3 billions de bases. Et la chose qu'on essaie de faire maintenant, c'est de pouvoir identifier quelles sont les séquences exactes du génome qui peuvent éventuellement causer la schizophrénie ou bien les psychoses de façon générale. Mais à date, on n'est pas arrivé à les identifier, ces séquences-là. On est en train de faire des progrès, mais ce n'est pas encore fait. J'ai dit que les facteurs génétiques sont très importants, mais ce n'est pas une fatalité. On peut avoir un frère monozygote qui a la schizophrénie et ne pas l'avoir dans 40% des cas. Cela veut dire qu'on peut avoir les gènes qui favorisent le développement de la schizophrénie, mais on ne développe pas la schizophrénie pour des raisons qu'on ne connaît pas encore. Très probablement des raisons environnementales, parce que la personne a été protégée par d'autres facteurs, ou bien aussi pour des raisons génétiques. Ce sera probablement la diapositive la plus compliquée que je vous présente. Les facteurs environnementaux, on a également fait beaucoup d'études sur les facteurs environnementaux, on en a identifié beaucoup. Les infections du système nerveux central à l'enfance, le retard de développement, le retard de langage sont associés à un risque plus élevé de développer la schizophrénie. Les facteurs périnataux, les complications obstétricales, sont également associés à des risques assez significativement élevés de développer la schizophrénie. Mais regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que le facteur génétique, si on a deux parents qui sont atteints, on a 50 fois plus de chances de développer la schizophrénie. Ici, ces facteurs-là sont associés à des augmentations de 2, 3, 9 fois dans les cas de la prééclampsie, qui est la complication la plus sévère qui est associée au développement de la psychose, à savoir l'hypertension artérielle gravidique au moment de la grossesse et la protéinurie quand les personnes ont des protéines dans les urines au moment de la grossesse.
Qui est à risque de vivre un trouble psychotique? Donc, génétique, très important. Quelques facteurs environnementaux également qui favorisent le développement de la schizophrénie, mais c'est surtout les facteurs proximaux. L'abus du drogue, l'abus des drogues de façon générale peut favoriser le développement des psychoses, y compris l'abus du cannabis. L'âge précoce, l'adolescence, le jeune adulte, particulièrement les hommes, et le stress peuvent favoriser le développement de la psychose. Donc c'est juste pour vous donner un schéma. On vient avec une vulnérabilité génétique ou bien biologique, et en fonction de cette vulnérabilité-là, on est à risque plus ou moins élevé de développer la psychose. Voyez-vous, si on a une vulnérabilité très importante, il suffit d'un petit stress pour qu'on tombe dans la région qui va nous mettre dans un état de psychose. Mais par contre, si on vient dans la vie avec une vulnérabilité qui est peu élevée pour développer la psychose, même des stress très importants ne nous débalancent pas et ne nous mettent pas dans un état psychotique. Donc c'est toujours cet équilibre. Les personnes qui sont vulnérables biologiquement à la psychose doivent faire très attention parce que des stresseurs mineurs peuvent le pousser dans un état psychotique. Les personnes qui viennent avec plutôt un background biologique plus solide, ils peuvent supporter des stress plus importants. Et c'est ça l'idée qu'on essaie quelquefois de faire, très souvent, de faire comprendre à nos patients, c'est qu'ils ont des fragilités, ils doivent faire attention à leur état de santé mentale. Maintenant, une question importante, est-ce qu'il y a un test avec lequel on peut diagnostiquer la schizophrénie? Non, il n'y en a pas. On a fait beaucoup d'études pour déterminer des anomalies qui existent plus fréquemment chez les patients qui sont atteints de schizophrénie comparé à des personnes normales, mais on ne peut pas dire qu'un test à lui seul peut nous donner le diagnostic. J'ai mis tout simplement cette diapositive-là parce que ça, ce sont des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire identiques. L'un est atteint, l'un n'est pas atteint, et l'autre jumeau monozygote, il est atteint de schizophrénie. Et la même chose, c'est une autre paire de jumeaux monozygotes. L'un n'est pas atteint et l'autre est atteint. Si vous voyez ce qu'on appelle les ventricules ici, cet espace noir qui est au centre du cerveau, il est plus large chez la personne atteinte, il est plus large chez les jumeaux atteints comparé aux jumeaux non atteints. Et en fait, c'est une étude qui a porté sur une série de 20 paires de sujets schizophrènes, monozygotes, identiques génétiquement. Ils ont regardé ces ventricules-là. En fait, le radiologue a pu dire qui est celui qui a la schizophrénie sans avoir vu les patients. Mais c'est parce qu'on a deux jumeaux monozygotes qu'on peut faire cette comparaison. Parce que regardez, si on regarde ces deux patients, ces deux sujets-là, celui-là n'est pas atteint et celui-là est atteint. Vous voyez que les ventricules sont à peu près de la même taille, sinon probablement un tout petit peu plus large, ce sujet-là qui n'est pas atteint. Okay? Donc, on a des données qui nous disent qu'il y a des anomalies dans le cerveau, mais aucun test, ni sanguin, ni génétique, ni cérébral, ne permet de faire le diagnostic de la maladie schizophrénique. Je vais passer probablement assez rapidement sur la neurobiologie. Tout simplement, vous avez eu dans des cours précédents, on vous a parlé de la complexité du cerveau et des neurones, etc. Un neurone, c'est une cellule qui va parler à une autre cellule et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne par cette transmission de l'influx nerveux. Donc, si on regarde dans cet influx nerveux-là, on va voir qu'à l'intérieur de cette synapse, il va y avoir des vésicules qui contiennent des molécules qui permettent la communication entre neurones. Et donc, il y a la libération de ces produits-là ou bien de ces molécules-là qui va permettre de la communication entre les cellules. C'est juste un rappel. Donc, ces molécules-là qui permettent la communication, c'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et dans le cerveau, on en compte plusieurs neurotransmetteurs, mais ceux qui sont particulièrement importants pour la schizophrénie, c'est la dopamine. C'est vraiment le neurotransmetteur qu'on connaît le plus maintenant comme étant associé à la schizophrénie. Et de manière très schématique, on peut dire que dans la schizophrénie, il y a certaines parties du cerveau qui, en fait, signalent plus de dopamine ou bien qui sont plus actives en termes de dopamine. Donc ça a été relativement bien démontré. Dans cette diapositive-là, vous voyez que chez la personne qui a la psychose, les noyaux centraux du cerveau contiennent plus de dopamine à partir de cette diapositive-là. En fait, on a démontré que la dopamine,
l'excès de dopamine est particulièrement critique dans les phases aiguës de la maladie. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que cet excès de dopamine est surtout observé chez les patients qui souffrent d'un épisode aigu quand il y a cette perte de contact avec la réalité. Mais par contre, quand ils sont en rémission, ils ont pratiquement le même niveau de dopamine que les sujets contrôle. Et vous voyez que plus on a de la dopamine, plus on a des symptômes psychotiques ou bien plus les symptômes psychotiques sont sévères. Alors, on en vient au traitement. Bien sûr, le traitement est multidimensionnel. Le traitement de la psychose n'est pas un traitement uniquement chimique. J'espère que vous avez bien compris au cours de ma présentation que la psychose est une maladie qui engage l'être en entier. C'est vraiment la personne qui est dans cet état psychotique. Et donc, on ne donne pas un médicament simplement et on dit à la personne « rentrez chez vous » parce que ça ne va pas marcher comme ça. Alors, comme j'ai dit, les premières années de la maladie sont très critiques. Les 2 à 5 premières années sont très critiques. Et c'est là où il faut faire le plus d'interventions. Parce que l'histoire naturelle de la psychose aussi, on sait que vraiment les gens souffrent pendant ces quelques premières années et puis par la suite il va y avoir comme une stabilisation ou bien même une amélioration. Les premières années peuvent s'accompagner en fait d'altérations neuronales, même si ce n'est pas très bien démontré. On sait que les premières années de la maladie, la psychose, elle est toxique pour le cerveau et donc plus on vit de symptômes psychotiques, plus le cerveau peut souffrir. Et c'est au cours de cette période que les patients et leurs familles font face aux problèmes le plus difficiles. Donc j'ai dit que la psychose est toxique pour les neurones, mais la psychose est probablement plus toxique pour le tissu social du patient. Parce que, n'oubliez pas, l'âge de début de la maladie est aux environs de 18-20 ans. C'est un âge critique pour les individus. C'est là où ils sont en train d'établir leur capital social, leur capital professionnel, etc. Et la maladie, malheureusement, frappe à cette période critique-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre les amis, on va se retirer, on ne va pas pouvoir atteindre les objectifs éducationnels, on ne va pas pouvoir atteindre les objectifs relationnels, familiaux, etc., etc. Et donc, il est très critique d'intervenir à cette période-là pour reconstituer le tissu social, pour aider le patient et sa famille à ne pas se désinsérer. Donc, dans ce programme-là, comme j'ai dit, on a une approche multiple. Les médicaments, certainement, sont une partie très importante parce qu'ils permettent de contrôler les symptômes psychotiques, mais également on a une gestion intensive des cas avec la psychoéducation pour les patients, les thérapies cognitives pour les patients, l'éducation pour les familles, c'est très important. Donner de l'information aux familles, leur permettre de comprendre ce qui se passe, leur permettre de comprendre quels sont les symptômes, va les aider à mieux vivre la maladie et à mieux accompagner l'enfant qui est atteint. L'entraînement aux habiletés sociales, la gestion du stress et tout ça, ce sont des habiletés qu'on essaie de faire apprendre au sujet au cours de 2 premières années. Les médicaments. J'ai dit tout à l'heure que la dopamine était le neurotransmetteur pour lequel on a le plus d'informations. Une idée simple, il y a beaucoup de dopamine dans certaines régions du cerveau. Donc, pour contrecarrer la psychose, les médicaments ont été fabriqués de façon à s'opposer à cette hyperactivité dopaminergique, hyperactivité de la dopamine. Donc en fait, juste pour vous dire quelques éléments d'histoire, c'est un anesthésiste français au nom de Henri Laborit qui travaillait sur des molécules d'anesthésie et qui cherchait à trouver une molécule pour en fait calmer le patient avant les interventions chirurgicales. Et en donnant la chlorpromazine, qui est le premier antipsychotique, il a constaté effectivement que le patient qui allait vers la salle d'opération, et donc dans les années 50, qui risquait leur vie, était beaucoup plus serein, était beaucoup plus calme, etc. Et il a dit à un de ses collègues qui était déniquaire à l'époque, qui travaillait à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, « Pourquoi vous n'essayez pas ce médicament-là chez vos patients ?» Effectivement, ils ont essayé ces médicaments-là à l'hôpital Sainte-Anne et je peux vous dire que depuis cette date-là, 1952, les hôpitaux psychiatriques ont changé de visage. D'un visage qui était asilaire,
très chroniques, etc., c'est devenu les hôpitaux que vous voyez maintenant dans lesquels on voit des personnes comme vous et moi qui se traitent, qui ont la psychose mais qui se traitent. Et le troisième personnage important dans l'histoire de neuroleptiques, c'est le docteur Hans Lehmann, dont l'un des pavillons ici porte le nom, qui est allé en 1952 à Paris pour assister au premier congrès mondial de psychiatrie et qui est revenu et a écrit dans la Gazette de Montréal « L'aspirine de l'âme a été découverte ». C'était la chlorpromazine. Et donc depuis, il a fait beaucoup de recherches pour raffiner l'utilisation de ces médicaments. Les médicaments dont on dispose actuellement, il y avait des anciens médicaments qu'on n'utilise plus, je ne vais pas en parler, mais surtout il y a l'olanzapine, qui est le Zyprexa, la Risperdal, la quetiapine. Mais il y a également d'autres médicaments, la clozapine, et d'autres médicaments qui n'existaient pas jusque-là au Canada, mais qui sont en train de faire leur chemin, la Sertindol, la Ziprasidone et la Ripéprazole. Les médicaments, ils sont antidopaminergiques, mais la chose à retenir, c'est qu'il y a plusieurs voies dopaminergiques dans le cerveau. Il y a une voie qu'on appelle basale ganglionnaire, qui est surtout impliquée dans la régulation des mouvements. Il y a une autre voie qu'on appelle la voie mésolimbique, c'est cette voie numéro 2, c'est elle qui a une augmentation de la dopamine qui cause la psychose. Il y a une autre voie qu'on appelle mésocorticale, qui est impliquée surtout dans la mémoire, dans les fonctions exécutives, etc. Et il y a une autre voie qu'on appelle la voie infundibulaire, qui est impliquée dans la régulation endocrinienne. Et donc, les médicaments dont on dispose, ils sont construits pour aller s'opposer à la dopamine. Bien sûr, ils n'ont pas la capacité de discerner quelle voie ils vont bloquer. En général, ils vont bloquer toutes ces voies-là. C'est pour ça qu'en bloquant cette voie-là, qu'on appelle la voie mésolimbique, la psychose va diminuer. Mais par contre, en allant bloquer les autres voies, par exemple la voie mésostriatale, ils vont également causer quelques troubles du mouvement. En allant bloquer la voie endocrinienne, ils vont causer également quelques effets secondaires endocriniens. Et en allant bloquer la voie frontale, ils vont également causer quelques autres effets secondaires. Donc c'est ça le principe fondamental, c'est qu'on a des médicaments qui vont agir sur la psychose, mais en même temps, en agissant sur la psychose, ils vont aller se fixer sur d'autres régions du cerveau, et c'est là qu'on va avoir des effets secondaires. La voie mésolimbique, elle est bien représentée ici, c'est elle qui est responsable de la psychose. On va bloquer la dopamine ici, et la psychose, on va la diminuer. Mais les autres voies, donc la voie nigrostriatale, ce sont les effets moteurs. La voie mésocorticale, c'est l'augmentation des symptômes négatifs. Et la voie infundibulaire, ce sont les effets endocriniens. L'autre chose qu'il faut connaître et qui est très importante pour ceux et celles qui ont des enfants ou bien qui eux-mêmes souffrent de psychose, c'est que toutes les molécules ne sont pas faites identiques. Et donc, elles peuvent aller effectivement bloquer les récepteurs dopaminergiques, comme vous voyez ici par ce triangle rouge. Okay? Toutes elles vont bloquer le récepteur dopaminergique. Mais en même temps, chacune des molécules va bloquer également d'autres voies, la sérotonine, l'histamine, etc. Et en fonction de ce profil-là, il va y avoir des effets secondaires plus ou moins importants sur d'autres récepteurs. Donc, par exemple, en allant bloquer la voie qu'on appelle histaminergique, ça va augmenter l'appétit. Et donc, la majorité des médicaments dont on dispose actuellement vont bloquer également ces récepteurs histaminergiques et donc vont augmenter l'appétit. C'est pour ça qu'on voit cet effet secondaire très fréquent des nouvelles molécules, c'est l'augmentation de l'appétit et l'augmentation du poids. Un mot pour la clozapine. La clozapine, c'est un médicament qui se distingue par rapport à tous les autres médicaments qu'on utilise dans la psychose, parce qu'il a été démontré qu'il est, 1, plus efficace, de façon générale, 2, il est surtout efficace dans les formes résistantes aux autres traitements. Et notre expérience ici à l'hôpital Douglas, c'est qu'il y a beaucoup de patients
qui étaient hospitalisés pendant de longues années à l'hôpital Douglas et qu'on a pu faire sortir dans la communauté grâce à ce médicament-là parce que ça a vraiment contrôlé l'état psychotique et ils vivent maintenant ou bien chez eux ou bien dans des familles d'accueil. Donc c'est un médicament qui a révolutionné, à mon avis, qui a été très important dans l'histoire du traitement de la psychose. Sauf qu'il a des effets secondaires qui peuvent être très sévères. Un de ces effets secondaires est qu'il peut tuer les globules blancs et donc quelquefois peut occasionner la mort. C'est pour ça qu'on doit contrôler les globules blancs toutes les 2 semaines si on veut donner ce médicament-là à quelques patients. Donc, l'autre idée très importante, c'est que la majorité des patients auront besoin de traitements au long cours. La schizophrénie et les troubles bipolaires, comme la majorité des maladies de l'adulte, sont des maladies chroniques. Okay? La majorité des maladies de l'être humain qui s'installent à l'âge adulte sont des maladies chroniques. L'hypertension artérielle, le diabète, les arthroses, tout sont des maladies chroniques et qui ont besoin de traitements au long cours. C'est exactement le même principe pour les maladies psychiatriques d'installation tardive, la psychose maniaco-dépressive, la dépression, etc. On a besoin de traitements au long cours. Et donc, en général, si on arrête le traitement précocement ou bien si on arrête le traitement, on voit des rechutes psychotiques, on voit des rechutes maniaques, etc. Alors, en conclusion générale, les troubles psychotiques sont fréquents. La prévalence de la schizophrénie seule, c'est 1%, mais si on met tous les troubles psychotiques ensemble, c'est 4,5%. C'est quand même très important comme prévalence. L'évolution est variée. À peu près 2/3 de malades vont avoir des maladies sévères et chroniques qui nécessitent un traitement prolongé. 1/3 des états psychotiques vont guérir avec une intervention plus ou moins longue. Les médicaments actuels sont efficaces et sécuritaires et non pas sectaires. Le traitement est plus important que le médicament. Donc, plus que les médicaments, il faut vraiment aider le patient et leur famille dans le cheminement, dans la compréhension de la maladie. Reconnaître, se faire reconnaître, ne pas stigmatiser et ne pas se faire stigmatiser. Merci beaucoup.